leur motivation étant de s'accrocher au pouvoir pour assouvir leurs intérêts égoïstes et régner par défi, avec comme conséquence une direction du pays sans vision, sans idéal, un leadership faible et illégitime, la paupérisation et la clochardisation de nos populations, ainsi que le manque de cohésion et de concorde nationale. C'est le cas de M. Kabila qui, retoqué en 2006 comme en 2011, règne par défi contre la volonté du peuple souverain. Il est évident que le dévoiement du processus démocratique électoral du pays est le fait de l'instrumentalisation de la Commission électorale nationale indépendante CENI, qui, créée comme institution d'appui à la démocratie, ne permet pas à celle-ci de s'épanouir par le jeu de l'alternance du fait de son inféodation au pouvoir. C'est pour cela que l'UDPS, au travers du dialogue politique en gestation, exige impérativement la recomposition de la CENI de manière à la rendre impartiale, véritablement indépendante, objective et représentative de toutes les sensibilités politiques du pays. Il en est de même de la Cour constitutionnelle, qui doit subir le même sort. Les médias publics qui doivent être libéralisés, sans oublier la territoriale, qui est entre les mains d'une seule famille politique, en l'occurrence la MP. Toutes les conditions de transparence réunies, l'UDPS est confiante de battre aux prochaines élections présidentielles et législatives de 2016 tous ses concurrents disqualifiés par leur bilan désastreux et leurs diverses compromissions. Nous disons donc ici haut et fort que l'UDPS va conquérir le pouvoir cette année, au terme des élections prévues, dans la mesure où elle est seule, avec ses alliés de force du changement, à incarner l'espoir du peuple qui ira aux élections pour sanctionner les mauvais gestionnaires de l'AMP et leurs alliés, quel que soit le masque dont ils vont se couvrir. L'arrivée au pouvoir de l'UDPS aura une triple incidence sur la marche du pays. A. L'épanouissement de la démocratie. B. La sécurité pour tous. Et C. Le redressement économique et donc le progrès social qui va se manifester par les meilleures conditions de vie pour tous, du travail pour un plus grand nombre de Congolais, l'accès aux soins de santé pour tous et enfin, une bonne éducation pour ses enfants. 4. Gouvernance de l'UDPS au pouvoir. Dans sa gouvernance qui va se démarquer nettement de la gestion calamiteuse des régimes précédents, dominé par le pillage des ressources naturelles, la prédation et l'enrichissement illicite des dirigeants, l'UDPS entend s'atteler d'abord à la création de l'État qui n'existe pas à l'heure qu'il est. L'UDPS, avec Étienne Tshisekedi, aux commandes, entend restaurer l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national. Celle-ci ne souffrira d'aucune faille. L'administration, bras séculier de l'État, sera valorisée pour permettre à celui-ci d'exercer pleinement ses prérogatives régaliennes. La fonction publique redeviendra, comme partout ailleurs, l'apanage des meilleurs au service de l'État. La justice, comme service public, fonctionnera de manière indépendante et sans interférence néfaste du politique qui en altère la mission. La promotion d'une coopération internationale agissante et responsable permettra
à nos nombreux partenaires traditionnels de revenir investir dans un pays sûr et stable en vue de relancer ensemble la reconstruction de notre pays. Bref, avec l'UDPS au pouvoir bientôt, le Congo devra redevenir en très peu de temps une oasis de paix et de prospérité pour tous ses habitants. 5. Quelques questions brûlantes d'actualité. L'opportunité de cette conférence nous permet de revenir et d'évoquer quelques questions d'actualité. Comme vous le savez, le pouvoir de Kinshasa, en désespoir des causes, a saisi la prétendue Cour constitutionnelle par une requête en interprétation de l'article 70 de la Constitution pour obtenir une rallonge indue à la tête de l'État. Le 11 mai dernier, cette Cour manipulée et manipulable à souhait a rendu un arrêt qui viole la Constitution. Le président Étienne Tshisekedi a rejeté cet arrêt pour cause d'inconstitutionnalité. En conséquence, si les élections ne sont pas organisées dans le délai, M. Kabila quitte le pouvoir et remet les clés du palais de la Nation au plus tard le 19 décembre 2016 à minuit. Concernant le dialogue politique, l'UDPS reste attaché à ce dialogue, qui est la voie royale pour sortir de l'impasse et éviter le chaos qui se profile à l'horizon. L'UDPS a cependant exprimé quelques préoccupations qui tiennent à la concordance de la perception du dialogue par la facilitation, à la feuille de route du 15 février 2015 et à la résolution 2277, à l'encadrement du facilitateur par le panel de 4 organisations, à savoir l'ONU, l'Union européenne, l'OIF et les États-Unis d'Amérique, de manière à assurer la garantie de bonne fin des résolutions et recommandations du dialogue et aux signaux de décrispation politique. Aussitôt que ces préoccupations seront satisfaites, le président Étienne Tshisekedi, autorité politique et chef de file des forces du changement, transmettra la liste de membres de l'opposition au facilitateur. À propos du groupe de travail mis en place par le facilitateur, l'UDPS rappelle, comme souligné dans son communiqué du 24 mai 2016, que les problèmes que nous avons dans le pays sont politiques et appellent des solutions politiques de la part de la classe politique. La société civile, mouvement associatif apolitique, est invitée au dialogue comme témoin dans le cadre de notre démocratie participative prônée par notre pacte républicain. Le groupe de travail mis en place est une cellule informelle au service du facilitateur. Seul le comité préparatoire sera l'organe attitré chargé de la préparation du dialogue. Pour terminer, nous saluons la bravoure des combattantes et combattants de l'opposition qui ont bravé les dispositifs de sécurité en marchant à travers les principales villes du pays, ce 26 mai, comme prévu, pour manifester le rejet de l'arrêt et voir ainsi M. Kabila quitter le pouvoir cette année. Condamnons la répression brutale des manifestants et les morts enregistrés. Voilà, mesdames et messieurs de la presse, chers invités, combattantes et combattants, ce que nous avons tenu à dire au titre de cette conférence et nous vous remercions. Bonjour, Baudouin-Mba, Congo indépendant. Vous avez dit que l'UDPS va conquérir le pouvoir cette année. Première question, voulez-vous dire que vous allez exiger lors du dialogue pour que les élections se tiennent impérativement
90 jours avant l'expiration du mandat de l'actuel président? Ça, c'est ma première question. Deuxième question, on fait un peu de la fiction. Nous sommes le 19 décembre de cette année. Et Kabila ne remet pas les clés de la présidence de la République. Qu'est-ce qui va se passer? Voilà, deux questions. Monsieur Ambawiti pose des questions. Je veux savoir si nous allons exiger au cours du dialogue en gestation que les élections se tiennent cette année, donc conformément à la Constitution, au délai qu'elle fixe. Depuis que le président du parti a lancé l'idée ou l'exigence du dialogue comme voie royale pour régler l'impasse, la crise politique dans laquelle le coup de force perpétré le 28 novembre 2011 par M. Kabila nous a plongé, nous avons toujours insisté pour qu'à ce dialogue, nous puissions réclamer haut et fort le respect de la Constitution, le respect des délais qu'elle fixe quant à l'organisation des élections. Et nous comptons, aussitôt que le dialogue aura commencé, rappeler, marteler sur cette exigence du respect de la Constitution et des délais. Et donc, au dialogue, nous n'allons pas nous départir de cette posture, de cette exigence, demandant que tout se passe dans le respect de la Constitution et des délais. Dans vos deuxièmes questions, vous dites, et si M. Kabila n'arrive pas à remettre les clés comme vous le souhaitez, qu'est-ce qui va se passer? Nous sommes des démocrates. Nous nous en tenons à ce que prescrit la Constitution. Dans notre pays, nous avons l'article 220 de la Constitution qui détermine les nombres et la durée de mandat du président de la République. C'est 5 ans, une seule fois renouvelable. Pas un jour de plus. Si nous arrivons au mois de novembre et que les élections ne sont pas tenues conformément à l'article 73 qui dit que le scrutin de l'élection présidentielle et législative est convoqué 90 jours avant l'expiration du mandat et que nous nous retrouvons dans cette situation, nous allons demander au peuple souverain d'en tirer les conséquences. Et donc, si M. Kabila ne remet pas les clés, le peuple sera obligé d'aller les chercher là où il les aura abandonnés. Et donc, nous allons appliquer l'article 64 de notre Constitution qui dit clairement, vous le savez, qu'aucune personne, aucun individu, groupe d'individus ne peut exercer le pouvoir en dehors du prescrit de la Constitution. Véronique Kizel, le journal Le Soir. Je voulais vous demander, la situation est compliquée. Où est-ce qu'on en est dans une union de l'opposition? On parle notamment de contact entre Moïse Katumbi et l'UDPS. Je voulais savoir où on en était et si vous pensiez que ce serait utile pour le Congo d'avoir une opposition unie face à une situation compliquée. Je vous remercie. Oui, Madame Véronique estime que la situation est assez compliquée. Il faut que la nécessité d'avoir une opposition unie face à cette situation. L'unité de l'opposition, c'est un impératif. Depuis 2010, notre président avait insisté sur le rassemblement des forces du changement dans le pays. Et pas plus tard qu'en septembre l'année dernière, il a encore une fois lancé un appel au rassemblement de toutes les forces du changement. Et nous pensons que c'est quelque chose de nécessaire. C'est mieux de se mettre ensemble pour affronter un ennemi commun. L'ennemi commun que nous avons aujourd'hui, c'est l'imposture. C'est M. Kabila qui cherche, comme nous venons de le dire en l'introduction à cette conférence de presse, de rester, de s'accrocher
à la tête de l'État, alors que la Constitution est claire, on ne peut pas rester au pouvoir au-delà de 2 mandats. Nous favorisons, c'est notre président qui le veut, l'unité de l'opposition pour arriver à faire fonctionner la démocratie, obtenir un dialogue au cours duquel nous allons effectivement demander que le processus électoral en cours soit crédible, que la Constitution soit respectée et que tout se passe dans le délai. C'est ensemble que nous allons mettre ceux qui sont contre la démocratie, qui ne veulent pas que la démocratie puisse s'épanouir chez nous, hors d'état de nuire. Oui, madame, je vais rajouter que je crois être en mesure de vous annoncer que très bientôt, très prochainement, ici à Bruxelles, se tiendra une grande réunion avec entre les forces politiques de l'opposition et l'UDPS. Qu'est-ce qui va y participer? Je suis sûr déjà pour le G7. Il y a quelques éléments de la dynamique de l'opposition. On le saura au fur et à mesure. Et évidemment, les alliés de l'UDPS qui sont le G14, les représentants du mouvement de M. Eugène Diomi, et voilà, et certains autres partis politiques. M. Katumbi sera là aussi? Oui. J'ai parlé du G7, donc... Vous êtes sûr qu'il était là en personne aussi? Pardon? Vous êtes sûr qu'il était là en personne et pas... Oui, il est annoncé, hein, il sera là. Marie-France Cros, La Libre Belgique. Tous les grands leaders de l'opposition disent tous qu'ils sont pour une candidature unique. Ils appellent tous à se rallier à une candidature unique, mais dans leur tête, c'est toujours ma candidature unique. Donc, pour l'instant, l'opposition n'est nulle part sur cette question, et pendant ce temps-là, le camp kabyliste avance ses pions. Par exemple, vendredi dernier, le président de la CENI, M. Corneille Nangaa, a annoncé qu'ils allaient enrôler entre 42 millions et 52 millions d'électeurs. Quand on sait qu'au Congo, il y a un peu moins de la moitié, donc à peu près 48% des Congolais qui sont en âge de voter, ça voudrait dire qu'il y aurait plus de 100 millions de Congolais, ce que chacun sait être faux, puisque en 2005, il y avait 54 millions de Congolais et 25 millions d'électeurs. Est-ce que ce grossissement des chiffres ne vous inquiète pas? Et est-ce que vous avez déjà commencé à envisager une stratégie pour les élections lorsqu'elles auront lieu, notamment un système qui vous permettra de vérifier les votes qui ont été émis dans les bureaux, au niveau des bureaux, pour ne pas vous faire rouler comme en 2011? À propos de la candidature unique, la position de l'UDPS, elle est très claire. Pour le moment, nous ne participons pas à ce débat. Et vous remarquerez d'ailleurs qu'à l'UDPS, nous avons toujours martelé que nous avons le président élu dans nos rangs et nous considérons que le contentieux électoral qui nous oppose au camp Kabila n'est pas terminé. C'est pour ça que nous avons toujours voulu du dialogue. Ensuite, nous disons que ce n'est pas utile pour nous, ce n'est pas prioritaire plutôt de faire le débat sur la candidature unique. La priorité pour nous doit être ce qui va arriver par rapport au processus électoral. Vous l'avez dit, il y a déjà des manœuvres qui pointent à l'horizon avec ce que M. Nangaa a annoncé. Ça ne nous fait pas peur, nous étions préparés justement à ce genre de sortie. Ce n'est pas pour rien qu'il a été mis là, à la place de l'abbé Malumalu qui commençait à échapper au contrôle de M. Kabila. Voilà pourquoi l'UDPS prône la tenue du dialogue, parce que nous savons qu'au sein de ce forum, nous pourrons remettre à plat et à la fois le rôle de la CENI et également le processus électoral lui-même qui devra accoucher d'élections crédibles et d'une alternance au bout du compte. Mais dans la situation qui va être la nôtre, nous pensons que ce qui pointe à l'horizon, c'est tout simplement l'alternance.
et cette alternance qui est exigée par le peuple congolais a un nom. C'est généralement M. Étienne Tshisekedi qui incarne cet espoir. Voilà pourquoi nous disons que la situation qui est la nôtre, qui n'est pas comparable à celle des autres pays, ne nécessite pas nécessairement, forcément, la candidature unique. Parce que nous allons aller au pouvoir avec un camp adverse qui est complètement disqualifié et que le peuple voudrait nécessairement qu'il y ait une alternance. Pour ce qui est des affirmations faites par M. Ranga, Mme Marie, pour nous, à l'UDPS, tout ce que la CENI raconte, c'est de la distraction. C'est une diversion. La réalité est que cette CENI est inféodée au pouvoir, elle est la caisse de résonance des stratégies de pouvoir pour rester au pouvoir. Alors, nous sommes des démocrates, nous attendons, nous avons les yeux rivés sur la montre, il n'y a pas élection dans le délai, nous aurons conclu à la mauvaise foi, parjure, à la perfidie de M. Kabila, et auquel cas, il devra quitter le pouvoir. Et donc, les élections, pour nous, devront se dérouler comme prévu par la Constitution. Tout a été fait par cette famille politique à laquelle appartient la CENI de ne pas tenir les élections dans le délai. Les éléments que vous avancez, les grossissements, etc., mais ça procède de leur stratégie de créer, d'amplifier des problèmes pour justifier la non-tenue des élections dans le délai. Pour nous, c'est de la diversion. Tout a été fait pour qu'il n'y ait pas élection dans le délai, mais s'il n'y a pas élection dans le délai, ils devront endosser la responsabilité. C'est à propos du timing. Et d'ores et déjà, on est déjà en fin mai, presque en juin. La CENI a déjà clairement dit que, au plus tôt, l'élection, ce serait pour 2017, même après le premier trimestre 2017. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le langage des autorités est un langage de clarté, puisque la Cour constitutionnelle semble avoir confirmé le fait que cette élection n'aurait pas lieu non plus en 2016. Alors bon, j'ai un peu l'impression qu'on est en train de perdre son temps parce que les jeux sont déjà faits. Il y a un certain nombre de tâches qui doivent être accomplies pour qu'une élection ait lieu. Elles n'ont pas lieu et on parle encore comme si c'était possible d'organiser des opérations qui sont à la fois nombreuses, qui mobilisent beaucoup de gens et qui prennent du temps et de l'argent. Donc là, bon, aller dialoguer, etc., est-ce que c'est vraiment réaliste ? Comme je l'ai indiqué auparavant, nous avons dans notre pays la culture de régler nos problèmes par le dialogue. Ça, c'est une première chose. Il y a une impasse politique, c'est une crise très profonde. Pensons que c'est à travers le dialogue que nous pourrons dégager un compromis pour régler les problèmes qui se posent. Sortir de l'impasse et éviter justement le chaos qui pointe à l'horizon. Lorsque le pouvoir dit, comme vous venez de le souligner, qu'il y a une clarté dans ce qu'ils disent, que nous n'avons pas le moyen d'organiser les élections dans le délai, ben, ils sont responsables de cette situation. Comment pouvez-vous expliquer qu'un pays comme la RDC manque l'argent pour organiser les élections? Ils ont eu 5 ans. Mais en dehors de ces 5 ans, il y a eu encore 5 ans auparavant. Et comment peuvent-ils avoir le courage de dire que nous n'avons pas l'argent, nous allons organiser les élections en 2017, et ils instrumentalisent la CENI pour ce faire? Bon, les choses sont tout à fait claires. Nous disons que tout ça a été fait expressement. Parce que l'objectif du pouvoir est de rester au pouvoir. Voilà pourquoi
comme nous venons de le dire, si les élections ne sont pas organisées, parce que M. Kabila, il ne faut pas l'oublier, il a prêté serment d'observer la Constitution et il est le garant du bon fonctionnement des institutions. Lorsque ces institutions ne fonctionnent pas convenablement, par le fait de sa mauvaise foi, le calcul de sa famille politique, il devra en endosser la responsabilité. Et donc pour nous, s'il n'y a pas élection dans le délai, c'est le compromis de la classe politique que nous aurons dégagé au dialogue qui va régir la période intérimaire qui va suivre entre la fin de son mandat et l'organisation des élections. Donc notre position est tout à fait claire à ce sujet-là. Oui, oui, j'ajouterais ceci à votre intention, M. Misser. Il y a une expertise récente de l'ONU, qui vient de l'ONU, et qui démontre que, ou qui affirme que c'est encore possible d'avoir des élections dans les délais constitutionnels, mais à condition que l'on garde ou qu'on utilise le fichier électoral de 2011. Évidemment, c'est un fichier qui est sujet à énormément d'imperfections, mais les spécialistes pourront nous dire qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour le rendre fiable d'ici les échéances de la fin de l'année. Donc vous voyez que c'est encore possible, et c'est possible à travers aussi un dialogue et un compromis, comme disait le secrétaire général, qui serait dégagé à ce moment-là par la classe politique. Parce que ça éviterait à ce moment d'avoir des dérapages dus à ceux qui n'ont pas été prévus ou aux surprises qu'on pourrait nous réserver le pouvoir. Pour nous, c'est clair. Si, au 19 décembre, il ne s'est rien passé entre-temps, il n'est pas question de tolérer un jour de plus ou une heure de plus, je dirais même, M. Kabila à la tête du pays. Forcément, il va y avoir des actions que nous allons encourager, ça c'est clair, mais M. Kabila en sera le seul responsable si jamais il y a des débordements. Ça fait depuis novembre 2011, si je me situe dans la logique de l'UDPS et de son président, que M. Kabila est illégitime, vous l'avez dit, matin, midi et soir. Or, il sera encore plus illégitime, toujours si on vous suit, fin décembre 2016. Et ça changera quoi? Oui, vous avez raison de dire qu'il est légitime depuis 2011, mais vous savez qu'entre 2011 et depuis la signature de l'accord Kadadis-Abeba, nous nous sommes inscrits dans la logique du dialogue politique qui a été préconisé par cet accord. L'accord cadre d'Addis-Abeba a préconisé un dialogue politique avec pour mission de favoriser la réconciliation, l'implication de la démocratisation et la tenue des élections apaisées. Et c'est un rapport avec cet accord cadre qui a eu toutes les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous en sommes là. Mais si nous arrivons au 19 décembre, comme l'extension vient de le dire, et qu'il n'y a pas eu des élections, ici c'est plus l'UDPS, mais l'UDPS évidemment est les porte-étendards des aspirations du peuple à l'état de droit, au changement. C'est tout le peuple congolais qui se mettra debout pour exiger le départ des Kabila et l'amorce d'un véritable l'amorce d'une situation où nous arriverons à faire appliquer l'article 64 et l'état de droit. Donc, la prochaine étape, c'est le peuple congolais, en vertu donc de l'article central de la Constitution, qui va demander à M. Kabila de s'en aller. Oui, moi je rajouterais peut-être ceci. Vous n'avez pas tout à fait raison de dire qu'il était illégitime et que la situation va rester la même. Non,
Parce qu'après son illégitimité que nous avons tant décriée, il y aura son illégalité. Cette fois, il n'aura pas de prétexte, quel qu'il soit, pour justifier sa présence à la tête du pays. Et lorsqu'on est illégal, donc ça rend ceux qui se plaignent totalement en possession de leurs droits pour agir. Et là, nous aurons évidemment toute la communauté internationale avec nous, parce qu'on aura affaire à un président illégal et qui aura expressément organisé cette situation dans le but de régner de manière illégale aussi. Donc nous serons renforcés dans notre position. J'aimerais que vous me rassuriez. Donc vous attendez le 19 pour vous rendre compte que M. Kabila est de mauvaise foi, ou bien avant, il y aura des actions. Parce que lui, il a effectivement cet arrêt-là. Et si le 16, il déclare un état d'urgence, il coupe l'Internet, il met les militaires dans la rue, et on se retrouve le 20, il est là, il est maintenant au-delà. Qu'est-ce que vous allez prendre comme disposition? Moi, je ne crois pas que ce soit une question de date ou d'heure. À partir du moment où on est le 20, pour nous, il est illégal. Maintenant, s'il résiste, ce qu'on peut imaginer quand on voit toutes les manœuvres qu'il fait, mais ça veut dire que nous entrons dans une période trouble, dans un mano à mano qui fera que le peuple finira par en ressortir gagnant. À quel moment, je ne sais pas. Mais une chose est certaine, c'est qu'il sera mis dans l'impossibilité ou l'incapacité de gouverner ce pays. Maintenant, ce sont les jours, c'est une question de rapport de force. C'est ça qui déterminera le nombre de temps que durera son imposture. Mais ce qui sera vrai, c'est qu'il s'engagera en tout cas une bagarre, il n'aura pas la vie facile pour qu'il quitte la tête du pays. Voilà. Oui, un complément. Monsieur Cheikh Fita, vous devez savoir que en recourant à sa Cour constitutionnelle pour rendre cet arrêt, c'est pour nous un casus belli. Nous n'allons pas attendre les 19. Les actions commencent. Et la première, c'est celle qui s'est passée hier. Et ça ne va pas s'arrêter. Le peuple sera, comme le président Tshisekedi l'a dit dans ses différents messages, le peuple reste mobilisé jusqu'au départ de M. Kabila. Nous savons que toutes les stratégies mises en œuvre par Kabila et sa famille, c'est de ne pas organiser les élections dans le délai et donc de glisser, comme le jargon le dit chez nous. Mais de notre côté, en tant que force du changement, nous avons des stratégies. Nous allons les mettre en œuvre pour obtenir son départ. On n'attendra pas le 19. Les actions seront mises en œuvre tous les longs du parcours jusqu'au 19 décembre. Ben, je viens de vous dire que ça a commencé déjà depuis hier. Ah oui, c'est déjà commencé, depuis hier. Mais, Monsieur Cheikh Fita, je ne sais pas si vous étiez là quand je l'ai annoncé, mais dans les jours qui viennent, il va y avoir un grand rassemblement autour du président Étienne Tshisekedi qui sera formé ici à l'UDPS, un rassemblement de l'opposition. Nous n'allons pas nous arrêter à faire ce rassemblement à Bruxelles, nous allons retourner au pays pour le matérialiser. Et à partir de ce moment, il va commencer à y avoir des pressions de tout genre, de toutes sortes, pacifique bien sûr, légal aussi, pour arriver à convaincre Joseph Kabila à quitter le pouvoir, à respecter la Constitution. Voilà. C'est une question pour M. Félix Tshisekedi. Vous avez dit Kabila était-il légitime, il sera illégal, donc nous aurons toute la communauté internationale avec nous. La communauté internationale, depuis 2011, se contente de faire des déclarations, elle ne fait rien d'autre. Et elle ne fera vraisemblablement rien d'autre puisqu'elle est très occupée avec les histoires de djihadistes et des migrants. Des tas de problèmes de crise, de réfugiés, etc. Donc elle ne fera rien d'autre. Donc vous comptez sur quoi exactement? C'est fort possible, comme vous dites, mais ça m'étonnerait énormément parce que en ce moment, je crois que vous êtes très bien placé aussi pour le savoir, il est question de sanctions à appliquer à ce régime et à certaines personnes qui seraient ciblées
essentiellement. Donc je ne pense pas qu'ils vont rester bras croisés. Parce qu'en même temps, sur le terrain, nous non plus, nous ne resterons pas bras croisés. Nous allons agir en fonction des événements. Et je ne crois pas que, quelle que soit la difficulté que le monde entier a avec ces fameux djihadistes, la communauté internationale restera indifférente. D'ailleurs, à ce propos, je crois que le Congo aussi est sous la menace des djihadistes. Donc, je peux vous dire que c'est un problème qui intéresserait la communauté internationale au plus haut point. Et j'en veux pour preuve d'ailleurs la visite que nous avons reçue hier de l'envoyé spécial de l'Union européenne, M. Koen Vervaak, qui s'est montré fort préoccupé par cette situation et qui a mis parmi les sujets à nos discussions, le problème justement des sanctions évoquées. Tu vas ajouter? Oui. Madame, depuis 2013, M. Kabila, par le biais de certains de ses collaborateurs, notamment M. Bochab, avait lancé l'idée de modifier la Constitution pour lui permettre de briguer un troisième mandat. Ensuite, il y a eu la tentative de conditionner la tenue des élections à l'organisation de recensement. Nous avons noté avec satisfaction la prise de position de la communauté internationale quant à ces deux tentatives. Il a été question de ne pas permettre à M. Kabila de modifier la Constitution comme il voulait le faire. Que ce soit l'Union européenne, que ce soit les États-Unis d'Amérique et toutes les institutions internationales ont déconseillé à M. Kabila de modifier la Constitution pour pouvoir briguer un troisième mandat. Donc il y a une évolution de la communauté internationale par rapport aux tentatives de M. Kabila de s'accrocher au pouvoir, et nous nous en félicitons. C'est ainsi que nous pensons que, lâché par la communauté internationale, avec l'action déterminée et résolue du peuple congolais, M. Kabila devra quitter le pouvoir si les élections ne sont pas organisées. Quelle serait pour vous la meilleure solution le 19 décembre prochain? Un gouvernement d'union nationale, de transition? Quelle est votre position là-dessus? Oui, je crois qu'il y a d'ailleurs un précédent. En Haïti, on a vu que le mandat du président avait expiré, le président Martelly. Il n'y avait pas eu d'élection à ce moment-là, en tout cas pas de successeur élu. Et il a quitté le pouvoir et il y a eu une période de transition qui a été décidée par la classe politique. Donc je crois qu'il y a un cas de jurisprudence qu'il faudrait reconduire ici. La réunion de Bruxelles, elle aura lieu quand exactement? C'est une question de jour. Je pense que ce sera ce week-end ou en début de semaine prochaine. Mais c'est imminent. Nous ne pouvons pas nous permettre ce qui s'est passé à Sun City avec la prime aux belligérants. Des gens qui ont commis des crimes, des gens qui ont désintégré, qui ont tué, qui ont pillé, ils ont reçu la prime des fonctions au niveau du gouvernement, du portefeuille de l'État, la diplomatie, la territoriale. Ça ne peut plus se faire. Et si les élections ne se tiennent pas, c'est que M. Kabila aura commis un parjure, mieux une trahison. Lorsque vous prenez le préambule et l'exposé des motifs de notre Constitution, il y a des principes qui président au bon fonctionnement des institutions. Et il a juré d'observer cette Constitution. Bon, si les élections ne se tiennent pas, c'est qu'il aura failli à son serment, il aura failli à sa mission, il aura failli à son droit, son pouvoir d'être garant du bon fonctionnement, auquel cas il devra en payer le prix, donc il ne sera pas reconduit pour cette période. La classe politique, qui va s'organiser déjà au niveau du dialogue politique, va proposer une solution à cette éventualité. Et donc, ça ne sera pas avec M. Kabila, c'est sans M. Kabila. Alors, si Kabila tombait, mais pourquoi nous avons envisagé qu'il y ait un dialogue? Mais justement, le dialogue s'inscrit dans la logique de résoudre tous les problèmes
politiques et autres qui se posent au pays. Et si Kabila tombait, la classe politique va se réunir et va désigner par consensus la personne la mieux indiquée pour conduire cette période vers des élections transparentes, crédibles et apaisées. Parce qu'il faut que je souligne cela. Notre objectif, c'est d'arriver à des bonnes élections, des élections crédibles, qui ne doivent pas générer des conflits post-électoraux. Il faut passer par la case élection. Donc, c'est le piège qu'il y a contre justement des gens aussi mal intentionnés. Mais maintenant, nous nous battons pour essayer d'avoir un processus électoral à terme régulier et qui soit fiable et crédible pour qu'il y ait à chaque fois alternance lorsque le peuple le décidera. Donne ici. C'est Gérard Canapazan. Monsieur Bruno Tchivala, vous venez de dire ici que... C'est qui? Gérard Canapazan. Vous venez de dire ici que les actions de l'UDPS ont commencé depuis hier, je crois. Alors que nous savions tous que vous n'avez pas donné un seul mot de mobilisation hier. Pour hier, en fait. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que vous faites une usurpation de... Oui, monsieur Gérard, je crois que vous n'avez pas l'information. Parmi les manifestants d'hier, je puis certifier que la majorité, c'était les combattants de l'UDPS. Les mots d'ordre ont été donnés. Les mots d'ordre ont été donnés. Je vous dis qu'il y a le président du parti ici, il y a le secrétaire général adjoint chargé des questions politiques et juridiques ici, il y a les autres cadres du parti. En fait, la direction du parti se trouve ici, la JUDPS. L'ordre a été donné à nos combattants de marcher, d'autant plus que c'est nous, l'UDPS, qui avons été le premier à claironner, à déclamer le rejet de cet arrêt de la Cour constitutionnelle. C'est notre président, dans un communiqué solennel, qui a rejeté cet arrêt et qui a demandé au peuple de rester mobilisé, en attendant d'ailleurs qu'il fasse encore d'autres, qu'il demande d'autres actions encore plus virulentes que ça, pour démontrer que l'UDPS n'est pas d'accord avec cet arrêt et que M. Kabila ne peut pas, comme je l'ai dit, se gargariser de l'arrêt rendu par sa cour. C'est une épitaphe. Ça ne vaut rien. Donc, vous avez tort de dire que le mot d'ordre n'a pas été, il a été donné. Et nos combattants ont été hier dans les avenues, les rues de Kinshasa. Nous enregistrons d'ailleurs des blessés graves dans nos rangs que nous faisons soigner. Donc, vous aurez pu vous informer avant de poser cette question. Nous sommes présents là où il y a des actions contre le pouvoir de M. Kabila et nous serons toujours présents. Et d'ailleurs, dans les heures et les jours qui viennent, ça sera encore plus fort et plus violent que ça.